pratique sous forme de retour d'expérience, des questions que se posent régulièrement nos clients. Et donc, nous vous proposons de l'aborder sous 3 aspects. Les tendances du moment, c'est-à-dire rechercher toutes les évolutions en matière de transparence pour tous et partout. Ensuite, on va regarder ce que signifie finalement une documentation complète et contemporaine. Et surtout, on va s'attarder sur une question importante, c'est celle des méthodes à choisir pour les prix de transfert, un vrai choix cornélien. Notre présentation devrait durer environ 30 minutes. Nous vous transmettrons ce support à l'issue de la présentation et on répondra aux questions en fin de session. Vous pouvez les poser au fur et à mesure par le biais du champ qui est prévu à cet effet et nous répondrons aux questions génériques. En revanche, si vous avez des questions sur des cas particuliers, n'hésitez pas à nous contacter à l'issue de cette formation. Nos coordonnées figurent en fin de présentation. Par ailleurs, vous trouverez un lien avec une vidéo qui explique en 5 minutes la base des prix de transfert si c'était nécessaire. Alors, pour vous accompagner ce matin, Géraldine Guillermin, consultante senior. Bonjour. Et moi-même, François-Marie, directeur des opérations fiscales. Alors, pour démarrer, un rappel très bref de la définition des prix de transfert. On rappelle donc qu'il s'agit des prix qui sont pratiqués entre les sociétés d'un même groupe, qui sont implantées dans des États différents. Plus concrètement, il s'agit de la manière dont les facturations intragroupes sont construites et dont elles sont justifiées afin de respecter le principe de pleine concurrence. Un des constats aujourd'hui qu'on fait, c'est que 2/3 des échanges mondiaux sont réalisés en intragroupe. Et le contrôle des prix de transfert est le seul moyen aujourd'hui pour les États de garder la main sur la base de l'impôt. Et donc, comme vous le savez, c'est un sujet qui est particulièrement regardé par nos administrations fiscales, et ce, dans quasiment tous les pays. Alors, la tendance aujourd'hui, c'est une tendance à la transparence pour tous et partout. Une transparence, pourquoi? Parce qu'effectivement, l'évolution progressive des mesures qui sont adoptées à la fois par les États et au niveau de l'OCDE vise à toujours plus d'obligations documentaires pour les opérations interco. On voit par exemple le projet BEPS, donc mesures destinées à lutter contre l'érosion de la base et les transferts des bénéfices. On voit aussi un certain nombre d'actions qui sont mises en place, dont l'action 13 du BEPS, dont on va reparler après sur les prix de transfert, et les actions 8 à 10 sur les incorporels et les services à faible valeur ajoutée. Une tendance donc à la transparence, mais aussi une tendance à la transparence pour tous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans un certain nombre de pays, il y avait des seuils relativement importants qui limitaient les obligations des entreprises plus petites. Et on voit une tendance à l'abaissement progressif de ces seuils d'obligations documentaires. Récemment, par exemple, la Belgique a adopté une baisse des seuils à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. On voit également cette tendance aux Pays-Bas et en Pologne. Et donc, on va le voir, si vous avez une filiale, notamment dans ces pays-là, même si vous-même êtes dans un pays dans lequel les seuils sont plus élevés, vous pouvez être amené à avoir une obligation documentaire vis-à-vis de ces pays-là. Une tendance donc pour tous, partout, parce qu'effectivement, cette extension des membres de l'OCDE est de plus en plus large. Aujourd'hui, on a déjà une centaine de pays membres. Et on voit que désormais, la plupart des pays avec lesquels vous allez commercer sont soumis ou sont concernés par ce type d'obligation. Donc, effectivement, toute société faisant aujourd'hui partie d'un groupe international doit envisager de pouvoir justifier de ses prix de transfert. Alors, Géraldine, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette action, justement, 13? Alors, l'action 13, elle a fixé justement le type de document qui est attendu par les contribuables afin d'être transparents sur leur politique de prix de transfert. On doit donc justifier à ce jour d'un master file. Le master file, c'est en général la documentation qui est établie par la maison mère. On est dans une approche assez macro. On décrit le groupe, l'activité en général, une analyse fonctionnelle. On se limite aux principaux flux intragroupes qui sont d'un montant très significatif. En règle générale, pas besoin dans le master file d'intégrer un benchmark et une analyse économique. Ce master file sert à l'établissement du country file ou documentation justificative locale qui est à mettre en place par la société étudiée.
Le country file doit contenir une description de la société étudiée et du secteur d'activité dans lequel elle évolue, une analyse fonctionnelle, la description de toutes les transactions intra-groupes qu'elle est amenée à avoir avec les sociétés liées, ainsi qu'un benchmark et une analyse économique. Pour ces deux documents, l'OCDE a laissé les pays membres décider du seuil d'obligation. Exemple, la Belgique qui a décidé d'abaisser son seuil, comme l'a dit François précédemment, à 50 millions. Et bien pour toutes les sociétés qui atteignent ce seuil de 50 millions, ils doivent désormais pouvoir justifier d'un master file et d'un country file. Ceci implique que la maison mère doit être impliquée dans le process de mise en place de documentation justificative. Passons au reporting pays par pays ou country by country reporting. Il s'agit d'une déclaration dans laquelle les multinationales qui réalisent un CA consolidé supérieur à 750 millions d'euros doivent lister tous les pays dans lesquels ils sont implantés. En face de ces pays, ils auront un certain nombre d'agrégats comptables et informations à communiquer, à mettre en face de ces pays. Pourquoi ce reporting pays par pays? Tout simplement parce qu'on ne va pas se cacher, c'est une future piste pour les contrôles. Et ça permet à l'administration de se dire « Ah, tiens, je vois que les incorporels sont détenus dans un pays où l'IS serait par exemple à 12,5, mais qu'en face, je n'ai que 2 personnes dans cette fameuse filiale, où le pays est à 12,5. » Donc, encore une charge pour les entreprises, cette fois-ci pour les multinationales, et là, c'est l'OCDE qui a fixé le seuil de ces 750 millions d'euros. Conso. Alors, ce qu'on constate, c'est que d'une manière générale, cette tendance se renforce avec des sociétés, dès lors qu'elles sont dans un groupe international, qui doivent donc justifier de ces facturations. On l'a vu, que ce soit dans un pays où le seuil est très bas, la maison mère devra émettre un master file pour le compte de cette filiale ou de l'administration de cette filiale, alors même qu'effectivement, dans son propre pays, elle n'aurait pas d'obligation aussi importante. Mais in fine, l'ensemble des entreprises vont se retrouver avec un niveau d'obligation plus ou moins étendu, mais vont se retrouver avec cette obligation de présenter une documentation. On constate que finalement, progressivement, ça rentre dans les mentalités, que notamment le pas vu, pas pris n'est plus aujourd'hui de mise et que les prix de transfert deviennent vraiment un sujet primordial dans les entreprises pour des raisons évidentes de risque. On a d'ailleurs constaté cette année qu'on a pu accompagner des sociétés qui n'étaient pas soumises en France, et ça c'est assez nouveau effectivement comme tendance, elles n'étaient pas soumises à l'obligation en France, et pourtant nous avons avec eux, on les a accompagnés sur cette démarche de documentation parce que soit elles étaient concernées par des filiales dans des pays où le seuil était plus bas, soit parce qu'effectivement les actions qu'elles devaient mettre en place leur permettaient d'avoir une vision plus réaliste ou plus claire de leur politique de prix de transfert. Alors, ce qu'on constate aussi, c'est que au-delà des risques qui sont liés à la fiscalité, cette démarche nous aide à avoir une vision plus large, notamment des risques qu'on peut avoir, à la fois des risques stratégiques, financiers, réputationnels. Et donc, anticiper ces risques par une documentation est quelque chose qui va au-delà du simple aspect fiscal. L'aspect stratégique, c'est que si vous étudiez mal votre système de politique de prix, vous pouvez avoir des risques dans certains pays de fermeture éventuellement d'une filiale, ou à l'inverse, vous pouvez réfléchir à votre stratégie d'établissement, par exemple d'établissement de l'innovation, d'établissement de marque. Vous pouvez choisir en fonction effectivement de cette politique de prix de transfert. Vous avez évidemment le risque financier qu'on a évoqué et que vous connaissez tous avec le risque de pénalité en cas de redressement. Et aussi un troisième aspect qu'on oublie parfois, mais qui est vraiment important,
c'est le risque réputationnel, et certains en ont fait les frais, parce que la presse, souvent par amalgame ou aussi par envie de sensation, peut être amenée à parler du redressement qu'ont eu certaines grosses entreprises, et souvent elle le rapproche de l'évasion fiscale, alors que parfois il s'agit simplement de redressement lié à un désaccord sur la politique de prix de transfert, désaccord avec l'administration. Et donc ce risque réputationnel, on vous fait passer pour des fraudeurs, alors que parfois il s'agit simplement d'un désaccord de méthode qui va être utilisé, d'où la nécessité d'avoir une documentation qui est extrêmement claire et qui est le plus contemporain, plus précis possible. Donc c'est ce qu'on vous propose de voir maintenant. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire réellement une documentation complète et contemporaine? Géraldine, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Si tu veux. Alors, comme vous le savez, il faut constituer une documentation par entité et par exercice fiscal. Une fois que la documentation sera constituée au titre d'un exercice fiscal, il faudra donc que vous la mettiez à jour annuellement. Qu'est-ce qu'on attend comme contenu en termes de documentation? 4 parties à retenir. Première partie qu'on appelle données qualitatives et quantitatives sur le groupe et la société étudiée. Deuxième partie, analyse fonctionnelle. Troisième partie, description des transactions intragroupes. Quatrième partie, l'analyse économique. Je vous rappelle qu'en France, en cas de défaut de documentation complète et contemporaine, vous vous exposez à des pénalités allant jusqu'à 0,5% du montant total de vos flux intragroupes, à savoir achat plus vente. Alors, je vais commencer par les parties type descriptives de la documentation. La première partie consiste à présenter le secteur dans lequel vous évoluez. Si vous connaissez parfaitement votre secteur d'activité, ce n'est pas nécessairement le cas d'un vérificateur. Aussi, il est très important que vous présentiez votre marché, votre activité, votre concurrence de manière simple et précise. N'hésitez pas à schématiser. Autre partie descriptive, c'est la partie qui va décrire les grandes catégories de flux intragroupes. Pour ce faire, vous devez, par grande catégorie de flux intragroupes, de décrire la nature, la méthode de calcul qui est appliquée, ainsi que le montant qui est facturé au titre d'un exercice fiscal à une entité. Viennent ensuite les parties, entre guillemets, plus techniques. L'analyse fonctionnelle que l'on va bientôt être amené à rebaptiser en analyse de la chaîne de valeur. En quoi ça consiste? C'est tout simplement le qui fait quoi. Quand je dis qui, c'est quelle entité juridique supporte la fonction au sein du groupe. Le but, c'est de déterminer là où la valeur est créée. Exemple, quelle est l'entité qui détermine la stratégie R&D? Quelle est l'entité qui exerce, qui réalise les projets R&D? Bien, c'est en France. C'est donc la France qui crée une valeur en termes de R&D. C'est une partie qui est trop souvent sous-estimée, donc attention, concentrez-vous là-dessus. Et enfin, l'analyse économique. Alors, en quoi ça consiste? Eh bien, vous allez devoir comparer une transaction ou la société étudiée en la positionnant à un panel de comparables afin de démontrer que vous respectez le fameux principe de pleine concurrence. Alors, on va rentrer justement dans un des éléments importants qui est le choix de la méthode, et on voulait ce matin y consacrer justement un peu plus de temps, notamment sur des retours d'expérience. On voit donc que cette documentation, pour être complète et contemporaine, doit inclure cette analyse économique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire effectivement sur ces différentes méthodes, les 5 méthodes qui existent, et surtout, comment on les choisit? Alors, la première chose à faire lorsqu'on est amené à devoir constituer une analyse économique, c'est effectivement de devoir choisir une des méthodes reconnues par l'OCDE.
on a deux catégories de méthodes. On a les méthodes fondées sur les transactions et une deuxième catégorie qui, elle, se fonde sur les profits ou bénéfices. Ce que nous disent les principes directeurs de l'OCDE, c'est qu'il convient de déterminer la méthode la plus appropriée. Alors du coup, comment y voir clair et comment la choisir justement à l'intérieur de ces 5 méthodes? Alors, effectivement, vous allez devoir être amené à prendre méthode par méthode et à voir si elle est applicable ou pas. Je vous invite, quand vous rédigez votre analyse économique, et nous, chez Aiming, on attache beaucoup d'importance à justifier le choix d'une méthode plutôt qu'une autre. Donc concrètement, ça veut dire que tu vas les faire une par une et on va écarter, dire explicitement pourquoi on écarte une méthode. Tout à fait. C'est le but. Donc je vais m'efforcer de vulgariser au possible les 5 méthodes et de vous donner des billes sur comment est-ce que je peux éventuellement l'appliquer ou pas du tout. Donc on va démarrer par la méthode du prix comparable sur le marché libre, donc méthode CUP, Comparable Uncontrolled Price. Cette méthode, elle suppose que la nature du bien ou du service qui est étudié soit comparée à un bien ou un service parfaitement identique ou très fortement similaire. Première difficulté. Deuxième difficulté, elle suppose aussi qu'on soit dans des conditions de marché similaires, qu'on ait des quantités comparables et dans des conditions de vente comparables. Quand je parle de conditions de vente, c'est les obligations de livraison en termes de délai, les délais de paiement, etc. Deuxième difficulté. Donc si je comprends bien, l'idéal, ce serait que ça marcherait bien si on avait un prix de marché, mais un prix au sens avec l'établissement d'un marché des public, qui soit du domaine public. C'est pourquoi cette méthode, vous allez pouvoir les appliquer pour des transactions simples où vous pouvez facilement avoir accès aux données. Exemple, quand j'ai affaire à un échange de barils de pétrole, je peux facilement me référencer au prix du baril de pétrole. Le cours de céréales. Autre exemple, les flux financiers. Quand j'accorde un prêt à ma filiale, quel est le taux du marché, entre guillemets, que je peux appliquer? Là encore, assez facile de trouver des références. Autre application possible, c'est dans le cas d'une redevance d'incorporel. Exemple, j'attribue une licence d'exploitation de brevet pour un type bien spécifique de produit. Quel est le taux de marge que je dois appliquer? Eh bien, là encore, vous avez moyen de trouver des comparables. Donc, à retenir, méthode CUP, flux financier, échange de matières premières, redevance d'incorporel. Donc, si je n'ai pas un service ou un produit qui est finalement très visible sur le marché ou qui n'a pas de valeur de marché officielle, il n'y a pas de cote, finalement, je vais abandonner cette méthode et aller chercher, voir si les autres sont plus pertinentes. Exactement. Passons à la méthode du prix de revente ou resale price. Alors, cette méthode, en théorie, elle est très pertinente, tout comme l'était la méthode du prix comparable sur le marché libre. Néanmoins, la grande difficulté, c'est qu'elle consiste à comparer la marge brute. Donc là, on raisonne en marge brute. Et tout le problème, c'est d'obtenir les données pour pouvoir aller trouver des comparables et comparer la marge brute des comparables à votre marge brute. Elle suppose, en outre, si vous essayez de déterminer des comparables internes, qu'une de vos filiales achète auprès d'une entreprise indépendante le même type de bien que celui qui est acquis au sein du groupe. Or, vous avez des produits de plus en plus complexes
Et si vous les achetez en intragroupe, c'est parce que vous pouvez rarement les trouver chez quelqu'un d'autre. Donc, on le voit, encore une fois, en théorie, on aurait envie de l'appliquer parce qu'elle est pertinente. En pratique, un peu plus difficile. Petite précision, là, on est plus dans des schémas de distribution classiques, à savoir, j'achète à mon fabricant un couvercle airbag que je revends à mon client final. Si on réfléchit à cette approche, cette méthode-là, on pourrait avoir des données qui sont parfois publiques sur justement les marges de nos concurrents. La difficulté, c'est qu'on les a au niveau global des entreprises et non pas opération par opération, c'est ça finalement. C'est bien ça. Et c'est bien là toute la difficulté. Car qui aime communiquer sur sa marge brute? Du coup, si on a fait les deux, on n'a pas trouvé la bonne méthode avec ni la première ni la deuxième, on attaque sur la troisième. Allez, on attaque sur la troisième. La méthode du cost plus, ou du prix de revient majoré. Ça consiste à prendre tous les coûts directs et indirects qui rentrent, par exemple, dans mon processus de fabrication. À ces coûts, j'ajoute un taux de marge qui correspondrait à celui qu'une société comparable et indépendante réaliserait. Cette méthode, elle s'adresse plutôt à des prestataires de services ou à des sous-traitants qui ont somme toute des risques et des fonctions assez limitées. Néanmoins, elle suppose, et là c'est son désavantage, de connaître les coûts, tous les coûts pris en compte par les comparables indépendants. Et là encore, on se heurte à la disponibilité des informations. Petite parenthèse sur cette méthode du cost plus, et là je vais faire un parallèle avec les travaux qui ont été menés également par l'OCDE. Je vous parlais de prestations de services. On a assez bien avancé sur le sujet des services à faible valeur ajoutée, communément appelés également management fees, où là, en termes de comparabilité, si on suit les lignes directrices plus un markup qui se situe dans un intervalle, là, du point de vue de la France, vous êtes tranquille, vous n'aurez pas besoin de mener cet exercice de comparabilité. On sera dans du cost plus. Bon, alors, on se rend compte qu'on n'a toujours pas bien avancé. Pour le moment, aucune des méthodes ne semble te convaincre, François. Ben non, mais du coup, effectivement, il semble qu'à chaque fois, on a des difficultés à les appliquer. Donc, j'ai toujours pas encore cerné laquelle je vais choisir. Alors, on va s'intéresser à la quatrième méthode. Et là encore, au risque de te décevoir, on va pouvoir passer très vite sur cette méthode. Qu'est-ce que nous dit l'OCDE? C'est comment je vais répartir mon bénéfice. N'hésitez pas à nous poser vos questions d'ailleurs pendant qu'on est en train de discuter de ce sujet. Comment je vais répartir un bénéfice entre les sociétés qui vont être incluses dans cette transaction? Alors, exemple, j'ai un fabricant et un distributeur. Le distributeur vend à 1000. Bénéfice, j'ai un bénéfice. Comment je répartis le bénéfice entre le fabricant et le distributeur? Eh bien, c'est là où il va falloir s'intéresser à qui crée le plus de valeur. Exercice assez compliqué. Est-ce qu'on est sur du 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers pour le fabricant ou du 2 tiers, 1 tiers, le 2 tiers étant pour le distributeur? Il faut dire qu'à ce stade, les principes directeurs, leurs lignes directrices, sont quand même pas très clairs. Et là, on attend, puisque ça fait partie aussi du projet BEPS, on attend qu'ils nous donnent quand même plus d'informations sur comment l'appliquer, j'ai envie de dire, d'une manière pertinente. Donc, François, on va arriver à la cinquième méthode, qui est la méthode transactionnelle de la marge nette. Et là, soulagement, bien, c'est une méthode qui est la plus couramment utilisée. Pourquoi? Parce qu'on va raisonner en marge nette
et au global. Donc, on va aller comparer la profitabilité d'une société ou d'une transaction face à un panel de sociétés comparables et indépendantes. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut facilement avoir accès aux données financières de ces sociétés comparables afin de pouvoir en calculer la marge nette ou l'EBIT ou l'EBITDA. Cette méthode permet également de déterminer un intervalle de pleine concurrence, exemple par le biais des quartiles. On va pouvoir arriver à la conclusion de notre documentation justificative en prix de transfert que mon intervalle de pleine concurrence se situe entre 2 et 5, ma société ou ma transaction se situe à 3, c'est parfait, principe de pleine concurrence respecté. Très bien, donc si je reprends, on a donc nos 5 méthodes et dans ma documentation, je vais expliquer pour chacune des méthodes pourquoi je la retiens ou je ne la retiens pas. Et donc, si je retiens la 5e, je vais bien balayer les 4 premières en expliquant pourquoi je ne les retiens pas, parce que je n'arrive pas, par exemple, à accéder aux données disponibles sur le marché. Et donc, je vais arriver jusqu'à cette TNMM qui va me permettre, disons, de regarder ça d'une manière plus macro. L'administration, à ce moment-là, va autoriser cette démarche. Alors, du coup, il y a une question qui nous a été posée. J'en profite pour la poser à cet endroit-là, parce qu'effectivement, ça concerne une société qui aurait des activités complexes avec un grand nombre de transactions qui sont variées. La question, c'est est-ce qu'on peut utiliser des méthodes différentes pour des actions différentes ou est-ce qu'il faut que l'entreprise choisisse une seule méthode pour l'ensemble de son activité? Alors, en France, vous avez 2 approches. Vous pouvez avoir un raisonnement par transaction. C'est-à-dire que pour chaque transaction, vous allez mener une étude de comparabilité. Et effectivement, suivant le type de transaction, vous allez pouvoir raisonner ou en méthode prix comparable sur le marché libre ou en méthode de marge nette. Pour expliquer un peu plus ce que j'entends par raisonnement par transaction. Exemple, je suis une société de distribution de produits pharmaceutiques. Une de mes transactions significatives en termes de montant consiste à fournir des prestations marketing à mes filiales. En termes de raisonnement par transaction, je vais m'intéresser à la seule fonction marketing. Je ne tiens pas compte de l'activité de distribution et des autres fonctions. Je vais donc aller me comparer avec, par exemple, la méthode transactionnelle de la marge nette à des sociétés comparables qui ont pour activité de marketing, donc des agences de publicité, de communication ou agences de marketing. Approche globale. Je prends ma société dans sa globalité en termes de fonctions et d'activités. Et là, je vais chercher des sociétés similaires, comparables en termes de fonctions et d'activités. Et ça, c'est le raisonnement global. Et là, méthode transactionnelle de la marge nette. Pas besoin d'aller chercher plus compliqué. Très bien. Donc, si je comprends bien par rapport à cette question, on est d'accord qu'on peut utiliser une partie, une méthode pour une activité, et par activité, on va éventuellement pouvoir préciser les méthodes la plus pertinente à chacune. Avec un raisonnement par transaction, il faudra une étude de comparabilité par transaction, il faudra refaire systématiquement l'exercice de démontrer quelle méthode est la plus appropriée. Précision. Donc, on va commencer maintenant à prendre les questions. Merci Géraldine pour ces présentations et sur les différentes méthodes. On a répondu à une des questions qui était posée. On en a une deuxième là, que nous venons d'avoir sur la question de savoir si on est dans un groupe avec des sociétés uniquement françaises, est-il pertinent ou fortement conseillé ou obligatoire d'avoir une documentation prix de transfert? Alors, les prix de transfert suppose le passage d'une frontière. C'est-à-dire que dans le cas d'un échange franco-français, et si vous êtes exclusivement dans des échanges franco-français, non, pas la peine de mettre en place ce type de documentation. Ce
que regarde, alors ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est cette histoire de transfert de bénéfices à l'étranger. C'est ça qui intéresse les administrations fiscales. Donc à partir du moment où tout reste en France et est donc soumis à impôt en France, la question ne se pose pas. J'espère avoir répondu à la question. Une autre question sur le choix de la méthode. À quel niveau elle figure? Est-ce que c'est dans le master file, dans le country file? Alors, merci pour cette question. Pour rappel, le master file n'a pas à inclure une analyse économique ou un benchmark. Là, on s'est intéressé aux méthodes à appliquer en vue de cette étude de comparabilité, donc dans le cadre d'un benchmark ou d'une analyse économique. Ce sera donc à mettre en place obligatoirement dans le country file. Très bien, merci. Une autre question sur la méthode et notamment les bases de données auxquelles on peut recourir. Je pense notamment à la méthode, enfin, ce qui est indiqué sur la méthode CUP notamment, mais peut-être pas que là. Alors, par rapport aux bases de données, si je repars sur ma méthode CUP et les fameux taux de redevance, vous avez effectivement des bases de données payantes, dont une qui est Royalty Stat, qui est basée aux États-Unis, qui, elle, a recensé tous les contrats relatifs aux incorporels, que ce soit exploitation de marque ou brevet. Attention au coût, vous êtes à peu près sur du 5 000 € pour un benchmark d'utilisation. Autre source de données possible, alors là, si on est par exemple sur des cours de matières premières, généralement facilement consultables par Internet. Si vous avez besoin de pousser plus sur du financier, vous avez Bloomberg. Et pour la méthode transactionnelle de la marge nette, on sélectionne une base de données type Amadeus, Orbis ou Diane, qui eux recensent les données financières des entreprises. Attention, là encore, ça c'est synonyme de coût pour les entreprises. Une dernière question qui remonte à notre démarrage sur la partie de la tendance, c'est notamment la question de l'abaissement des seuils qu'on a évoqué dans les pays. Alors, deux questions là-dessus. La première, est-ce qu'en France, on a un risque ou on sent quelque chose à ce niveau-là de l'abaissement des seuils? On est comme vous le savez, on est en contexte d'élection présidentielle. À confirmer. Pour ce qui est, il est question d'abaisser le seuil dans un futur proche en ce qui concerne le reporting pays par pays. Normalement, en 2018, à voir si cela se confirme, on devrait passer à un seuil de 450 millions d'euros, CA Conso, et en 2020 à 250 millions d'euros de CA Conso. D'accord. Donc une tendance qui semble se confirmer progressivement. Oui. Donc tout le monde va être amené. Du reste, il y a déjà certaines industries qui étaient dans l'obligation de publier ce type de reporting, tel que les établissements de crédit notamment, ou encore les industries forestières et extractives. Ai-je répondu? Ça te semble bon? Donc, du coup, ça répond aux deux, à la fois en France et à la fois sur l'autre question de l'abaissement du seuil, du reporting pays par pays. Je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis, si vous avez besoin, nous vous enverrons donc dans la journée le support. Et donc, vous pourrez y trouver à la fin nos coordonnées, les prochains événements que nous allons avoir. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin. Merci pour votre attention. Bonne journée. Au revoir.